Je m'appelle Valentin Blas, je suis directeur pédagogique à l'école Sophia et j'enseigne le français, l'allemand et l'histoire principalement. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, on va parler principalement donc pour toi du cours de français. Mais à part ça, effectivement, tu disais que tu faisais d'autres choses à l'école Sophia, donc aussi dans le directeur pédagogique, c'est ça? Ouais. Ça consiste en quoi? Ça consiste en fait à s'occuper des profs principalement, surtout des plus nouveaux, parce que la pédagogie à Sophia, c'est pas toujours évident, donc il faut... c'est aider les profs et les maîtres de classe en particulier à s'occuper de leur classe, pouvoir aussi répondre à leurs questions. Et puis oui, former les profs aux spécificités qu'on a chez nous et les aider s'ils ont des problèmes, des classes compliquées à gérer ou répondre à toutes sortes de questions en fait. Déjà le français, qu'est-ce qui est le plus important dans l'éducation de la langue française dans une école? Alors moi je dirais que le plus important dans le français, ou alors disons ce que j'aime le plus, c'est le vocabulaire. Je pense que c'est quand même le plus important parce qu'au-delà du... Ok, il y a la connaissance de la grammaire et tout ça, mais le vocabulaire c'est quand même... Plus on possède de vocabulaire et mieux on comprend comment la langue fonctionne, mieux on arrive à penser. Et donc ce que j'aime le plus, c'est effectivement travailler avec les élèves, le travail sur les champs lexicaux, les étymologies, les racines, les suffixes, pour qu'ils prennent conscience de comment ça fonctionne et ils s'amusent ils croient qu'ils fabriquent des mots, mais en fait qui existent déjà. Une fois, avec un élève, il avait réinventé le terme de thermomètre. Alors qu'ils se rendent compte tout seuls que ça existait déjà. Mais voilà, ça c'est un truc que j'aime beaucoup faire parce que déjà les élèves aiment bien généralement. Ils trouvent ça barbant au début, puis après ils se rendent compte que c'est hyper intéressant. Et puis aider les élèves à développer le vocabulaire autant que possible, c'est vraiment hyper important en fait pour la pensée. J'imagine aussi pour la façon de s'exprimer, que ce soit du français ou une autre langue, la connaître, la maîtriser, c'est aussi s'exprimer comme il faut, et après être compris par les autres et d'avancer dans la vie en étant cohérent. Bien sûr, mais complètement. Alors c'est clair que ça permet d'une première chose, c'est de s'exprimer correctement, parce que c'est un des gros problèmes qu'on voit, c'est que les élèves n'ont pas les mots pour s'exprimer, donc ils résument leur pensée à peu de choses. Une fois, j'avais posé une question, ouais, vous avez trouvé comment? Ouais, c'était chaud. Ça veut dire quoi, c'est chaud? Voilà. Puis le problème, c'est qu'avoir employé peu de vocabulaire comme ça, au moment, on n'a plus de variété dans la pensée et dans les émotions, quoi. C'est pas seulement qu'on n'arrive pas à les exprimer, c'est qu'on n'arrive même plus à penser la variété. S'il manque du vocabulaire, vraiment. Après, les jeunes, on ne peut pas leur en vouloir. Ils sont jeunes, ils sont en construction, hein, mais voilà, c'est ça le but de l'école aussi, c'est de leur donner un maximum de plus grande richesse possible d'idées. C'est une forme de mode aussi, je pense, pour eux, le fait de changer des mots, d'essayer de les raccourcir, au lieu de dire « oh, il n'y a rien », on dit « il y a R ». Ouais, c'est ça. Ça a toujours été. Hein. Dès qu'on devient ado, on a besoin de se fabriquer son sociolecte, son cryptolecte, comme on dit, pour ne plus être un enfant, mais pas être encore un vieux. Et il faut avoir son propre... Et ça fait partie entièrement du développement de l'enfant vers l'ado. Hein, voilà. Maintenant, c'est vrai que... Mais ce qui fait aussi partie du jeu, c'est d'avoir un adulte qui fait passer ses ados du stade ado à adulte, finalement, en enrichissant le vocabulaire, en leur enseignant un petit peu les codes, sans forcément les formater non plus, mais quand même leur montrer ce qui existe dans le monde pour finalement ils se rendent compte que il y a peut-être des trucs, c'est pas si mal, quoi. Il y a des mots qu'on peut utiliser sans forcément avoir l'air arriéré. Je vois tout à fait. D'ailleurs, je veux faire un petit rebondissement aussi sur parler d'histoire. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un lien assez étroit aussi avec l'histoire et le français dans le cours de français? Parler un petit peu sur avant, comment c'était, est-ce qu'il y a vraiment une origine aussi aux langues? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à tout ça. Oui, alors effectivement, moi j'aime bien quand j'ai la possibilité, quand on en a marre de la conjugaison et de la plurigrammère, essayer de faire un maximum d'étymologie et d'histoire du français, mais surtout c'est compliqué parce que c'est un peu d'histoire en fait, si on veut bien, dans le sens où c'est une évolution qui s'est faite un peu comme au jour le jour. Alors de temps en temps avec des grandes décisions de grammairiens, de François Ier, choses comme ça, mais souvent on dit ouais, qui c'est qui a inventé le français, c'est vraiment trop difficile, mais personne justement, c'est ça, c'est qu'on s'en rend pas compte, mais les difficultés du français sont issues des simplifications et de l'usure naturelle des choses. D'où l'importance
de maîtriser quand même cette langue pour éviter qu'elle s'abîme trop vite et qu'elle devienne rapidement un truc absurde. J'ai un peu ça que j'aimerais bien pouvoir transmettre plus, mais après il y a quand même des programmes et des conjugaisons. Je vais finir aussi sur l'allemand du coup. Est-ce qu'on pourrait faire une comparaison avec la langue allemande d'apprentissage ou la langue française justement dans l'apprentissage? Est-ce qu'il n'y aurait pas une similitude? Alors disons, d'un point de vue pédagogique, c'est très différent parce que le français c'est quand même leur langue maternelle, enfin pour la plupart, ou au moins leur langue d'usage généralement. On a assez peu d'élèves qui sont vraiment allophones, tandis que l'allemand c'est une langue étrangère. Et après, voilà, ici à Lausanne, on n'a pas forcément, quand on fait un cursus un peu classique comme l'autre, on n'a pas forcément les moyens de faire en sorte que nos élèves parlent allemand au bout de la scolarité obligatoire. Le but c'est qu'ils aient les notions les plus solides possibles, on met la main en vocabulaire, mais de là avoir une vraie pratique. Mais ça, c'est pas propre à Sophia, c'est l'enseignement général. Il faudrait qu'ils fassent un séjour linguistique pour vraiment le parler. Ce qu'on les encourage à faire d'ailleurs. Après, moi, je m'amuse à faire des comparaisons des fois entre les deux, vu que souvent, je fais et l'allemand et le français dans une même classe, pour qu'ils se rendent compte en fait. Je me sers beaucoup du français pour leur montrer que l'allemand, c'est pas si difficile. Dans le sens où, ok, alors le vocabulaire nous dit rien parce que c'est vraiment une langue vraiment étrangère. Mais par contre, la grammaire et la structure des phrases et des mots eux-mêmes est extrêmement simple par rapport au français. La seule difficulté, c'est que ce n'est pas les mêmes étiquettes de vocabulaire. Mais tout est beaucoup plus logique en allemand qu'en français. Et ça, c'est clair que c'est souvent comme ça quand on apprend une langue étrangère, on se rend compte de comment est notre propre langue en fait. On se rend compte où est-ce que c'est plus facile, plus difficile, plus logique, moins logique. Et ça, c'est ce qu'on appelle la réflexion sur la métalangue. Quand on apprend une langue étrangère, on n'apprend pas forcément bien la langue, mais on découvre beaucoup de choses sur notre langue natale en fait. C'est déjà pas mal. Trop bien. Mais écoute, c'est parfaitement bien résumé. Tu m'avais vu la question à un personnage que... Oui, j'ai complètement oublié de te poser cette question parce qu'on est parti dans la discussion. C'est vrai, j'aimerais bien que tu me... Effectivement, si tu aurais un personnage illustre, connu, qui t'inspire plus que les autres. Voilà. J'y ai réfléchi justement parce que je voulais pas tomber sur des principes. Je pensais à Alexandre Astier. Tout ce qu'il fait, que ce soit Kaamelott ou ses spectacles, il y a toujours un lien très fort avec la culture. Et justement, c'est pas élitiste. Le gars, ce qu'il veut faire passer, c'est que, et ça c'est une idée que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas une frontière. En fait, cette frontière qu'on a créée entre le plaisir et le divertissement d'un côté et le savoir de l'autre, elle est complètement artificielle. De nos jours, c'est un peu ça. Soit on se fait plaisir, soit on s'amuse, soit on apprend. Il y a des gens qui essaient de transcender le truc en disant oui, mais on peut trouver des techniques d'apprentissage pour apprendre en s'amusant. Moi, j'aimerais bien des fois arriver à dire mais pas besoin de trouver des artifices. Apprendre, c'est amusant. Pas forcément tout, on a le droit de ne pas aimer certaines choses, de pas s'intéresser à certaines choses. Ça peut arriver, mais quand même, le fait d'acquérir des connaissances, c'est une satisfaction en soi. Et c'est pas où j'apprends, où je suis content. Donc voilà, c'était un petit peu ça. Je pense qu'il y a des gens comme ça qui ne font pas du tout partie du milieu de la pédagogie, ni des sciences, comme Astier, qui dit des choses qui sont vraiment intéressantes sur l'intégration pleine et entière de la culture dans l'intérêt, dans le plaisir. Ouais, j'ai bien aimé cette idée justement. Ça fait Astier, on le voit beaucoup à l'exoconférence par exemple. Il a fait aussi un truc sur la musique qui était très intéressant. Il a beaucoup de domaines de capacité dans lesquels il maîtrise des choses, mais comme tu dis, sans avoir des prétentions ou des jugements. C'est souvent effectivement presque apprendre à comprendre comment apprendre en fait. Si tu comprends cette logique, comme tu dis, comme toi tu l'as parlé avant, je vais enseigner de cette façon-là, je vais essayer d'amener 2-3 références, 2-3 choses, en fait finalement l'élève il pense plus court. Il pense, je suis là, je suis en train de faire quelque chose. Je suis pas en train d'apprendre, je fais quelque chose. Ouais. Et puis du coup ça rentre tout seul. C'est ça. Ouais. J'aime beaucoup cette philosophie, je pense qu'on va se terminer gentiment là-dessus. J'ai quand même un truc. C'est que je dis pas, peut-être que toi tu es au courant de la chose, mais je fais un petit jeu à la fin qui a un rapport avec le cours en question des profs. Okay. C'est un mini petit jeu, je te rassure que c'est pas un cours test, il n'y a rien de très compliqué. C'est juste un petit truc amusant avec des petits pièges, des trucs en rapport avec certains cours. Là j'ai pris le français et justement, certaines choses c'est féminin ou masculin. Et moi, même moi, je suis pas non plus le monstre bon français, mais moi j'étais sur 2-3, j'étais un peu ok, mais pourquoi? Ok, bon, à toi de voir. J'en pose certains, on regarde ça ensemble. Alors déjà, éloge. Un éloge. Ouais. C'est juste. Algorithme. Un algorithme. Jusque là, ça va.
Après-midi. Alors, on peut avoir les deux. Les deux sont acceptés, mais j'ai décidé qu'une après-midi n'a aucun sens parce qu'on me dit un midi. Donc un midi, un après-midi. C'est très bien, Voilà. c'est parfaitement résumé. Tu veux aller plus loin que le raisonnement que moi j'allais faire, donc c'est tout bon. Je demande souvent ça, si c'est masculin ou féminin. C'est drôle, c'est drôle. Orbe. Un an. Une an? Ah, une. Orbe. Une an, ouais. Hymne. On trouve les deux, mais ça veut pas dire la même chose. Sauf Alors là, que- je parle l'hymne d'un pays, par exemple. Alors, c'est un hymne national, c'est masculin. Ouais. Les concerts religieux, c'est une. Ouais, et c'est fou parce que moi, alors, pour le religieux, je ne savais pas, tu me l'apprends, Ouais. merci. Mais je ne savais pas, moi, tu m'aurais posé ces questions, j'aurais dit non, une hymne. Parce que j'ai toujours entendu ça, et c'était en fait non. Voilà. Ah ouais. Voilà, Ouais, c'est un donc hymne moi des trucs qui restent dans la tête. Ouais, ouais. Voilà. Et puis le dernier, c'est anagramme. J'ai vu l'autre jour. Hier, j'étais tombé sur une vidéo d'une linguiste sur Facebook. Là. Une anagramme. Ouais, c'est Ouais, juste bien joué parce que celui-là aussi c'était un peu un piège. Ouais. Et ben voilà, tu vois, c'était du 10 sur 10. Magnifique. Et ben merci, on a terminé. Merci à Donc toi. voilà, c'est ciao.